Devez-vous encore faire du SEO en 2025? Je vais répondre à cette question. Est-ce que c'est toujours intéressant d'en faire? Alors, pourquoi cette question déjà est intéressante? On le sait, ces dernières années, il y a quand même eu pas mal de changements. Déjà l'arrivée de ChatGPT, démocratisation des IA, apparition aussi des réponses IA dans les moteurs de recherche avec, bon, on va dire que comment dire, la barrière entre IA et moteur de recherche est de plus en plus fine avec SearchGPT, avec Search Generative Experience de Google, avec Bing aussi qui met ChatGPT dans ses résultats, etc. Bref, je vais vous dire, si pour moi c'est toujours intéressant de faire du SEO en 2025, vous vous en doutez, je ne vais pas vous répondre non, arrêtez tout de suite, désabonnez-vous de cette chaîne, ça ne sert plus à rien. La réponse globalement ça va être oui, forcément, mais vous allez voir, je vais vous donner trois arguments, on va traiter trois points. Donc premièrement, l'arrivée de l'IA, pourquoi est-ce que selon moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif pour le SEO au sens large. On verra ensuite comment produire du contenu en fait et faire du SEO en 2025 et on verra que justement ça n'a jamais été aussi facile. Et pour terminer, on parlera SEO un peu hors Google, branding, etc. Ce sera la petite conclusion de cette vidéo. Alors, pour commencer, déjà l'arrivée de l'IA. Ok, bon, un grand merci à AutoSwitch de sponsoriser cette vidéo. Si vous êtes à la recherche d'un hébergeur web qualitatif et francophone, c'est ce qu'il vous faut. Vous avez un lien qui se trouve dans la description. Je le rappelle, moi je les adore pour leur SAV hyper réactif et pour leur offre unique du coup où vous pouvez avoir en fait différents noms de domaine plugués sur un seul et même hébergement, donc un seul et même coût mensuel. Merci à eux, on reprend la vidéo. Avant, il n'y avait pas de ChatGPT, c'est clair. Même aujourd'hui, on voit que les jeunes font beaucoup de recherches avec ChatGPT. Moi, le premier, ça permet de faire des recherches contextualisées, d'avoir des réponses contextualisées. Et c'est ça le point que je veux que vous reteniez, c'est que en fait, ça génère de nouveaux comportements. C'est pas seulement un jeu à somme nulle de ChatGPT arrive et prend des parts de marché à Google, etc. Pas du tout en fait. Le SEO n'a jamais été aussi développé qu'aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu autant de recherches sur le web qu'aujourd'hui, puisqu'avant, une recherche contextualisée, ça ne nous venait même pas à l'idée de la taper dans une quelconque barre de recherche parce qu'il n'y avait aucun outil capable d'y répondre. Je vous prends un exemple, c'est un exemple qui avait été pris, je crois, par ChatGPT à son lancement. C'est bonjour, je souhaite apprendre je souhaite apprendre un nouvel instrument de musique. J'hésite entre le piano et la guitare, sachant que je souhaite devenir bon le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu me conseilles? Bon voilà, il y a 3-4 ans, vous demandiez ça à Google, il se passait absolument rien. Ou alors vous aviez la chance d'avoir un article qui pop piano versus guitare, lequel est le plus rapide à apprendre, mais bon, c'est quand même très très peu probable, surtout si la recherche que vous effectuez, en fait, il y a quasiment que vous qui l'effectuez parce que elle est propre à vous, à votre contexte, etc. Donc bref. Tout ça pour vous dire, ça génère de nouveaux comportements, donc ça c'est génial. Et donc là on peut se dire, ok super, mais quand même, on va pas se mentir, il y a certaines requêtes qui sont volées à Google. Et je suis d'accord, il y a des requêtes qui avant étaient tapées sur Google, qui aujourd'hui sont tapées sur ChatGPT. Même si, comme je le disais, à mon avis, et ce que je remarque, c'est que la plupart des requêtes ChatGPT aujourd'hui n'existaient tout simplement pas hier quand il n'y avait pas ChatGPT. Donc voilà, et donc ces requêtes-là, quelles sont-elles? Ça va être les requêtes informationnelles. Ça va être les requêtes informationnelles sans trop de contexte, type complément alimentaire plus bienfait, complément alimentaire plus danger. Ça, je suis d'accord. On va plus avoir tendance aujourd'hui peut-être à poser cette question à ChatGPT parce qu'on a une réponse tout simplement plus rapide, etc. On se tape pas un article de blog un peu pourri. Donc voilà, maintenant vous vous demandez peut-être, ok, j'ai compris, le SEO c'est toujours intéressant, mais j'ai quand même envie de ranker sur ChatGPT et les IA, et c'est tout à fait logique, c'est exactement la démarche qu'il faut adopter, la mentalité qu'il faut avoir, s'adapter. Continuer à faire du SEO sur Google, évidemment. Moi, rien qu'aujourd'hui, je cherchais un monteur vidéo, je voulais voir c'était quoi, quel était le monteur vidéo le mieux référencé sur Google, etc. Et pour rechercher des solutions comme ça, très précises, parfois, je trouve ça mieux plutôt que ChatGPT qui va recracher un classement, qui va, si vous lui demandez quelle est la meilleure agence SEO, j'en sais rien, au final, ça va se baser sur un classement qui existe déjà, alors que des fois, taper tout simplement le nom de la solution dans Google, ça vous permet d'avoir les acteurs les plus autoritaires qui remontent en premier, donc ceux qui a priori sont des références, hein, sauf s'ils manipulent énormément leur SEO. Enfin bref, donc oui, être positionné dans les
LLM, hein, tout ce qui est chatbot, etc. C'est possible et raison de plus pour continuer de faire du SEO, c'est qu'en fait on se rend compte que au final, vous tapez une requête dans Google et dans le chat GPT, par exemple un classement des meilleures solutions, des meilleures agences SEO, etc. Et ça va être quand même assez similaire. Donc on commence à comprendre que les critères de classement de chat GPT, etc. Et autres chatbots sont quand même assez similaires à ceux de Google et c'est souvent les mêmes résultats qu'on retrouve. À la différence près que quand même, aujourd'hui, avant on pensait beaucoup netlinking, etc. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dimension, c'est le fait d'avoir de voir son site être cité dans des articles comparatifs, des listings de solutions. Donc par exemple, moi, ce serait super si mon site paulvengeon.fr ou mon nom Paul Vengeon était listé dans des classements de consultants SEO dans telle ville, ou dans des classements généraux de freelance SEO. Donc pour conclure sur cette partie, ChatGPT, les IA génèrent des nouvelles recherches, donc le SEO n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de recherches. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est être bien positionné sur Google, mais aussi commencer à s'intéresser à comment être positionné sur les chatbots. Et ce qu'on a comme bille pour le moment, moi ce que j'ai vu en faisant ma veille, c'est que globalement ça va être des critères assez similaires à ceux de Google, plus le fait d'être cité dans des classements, dans des articles qui classent, qui référencent des solutions similaires à la vôtre. Il faut absolument que vous soyez dedans, parce que pour tout ce qui va être des requêtes, des prompts, entre guillemets, comme j'aimerais trouver le meilleur monteur sur Paris, par exemple, le meilleur monteur vidéo sur Paris, en fait, ChatGPT va tout simplement regarder les premiers classements sur lesquels il va tomber et va recracher un petit peu ce contenu-là bêtement. Donc pour ça peut être très intéressant. Pensez netlinking, pensez branding et surtout, si vous pouvez, en même temps que votre netlinking, essayez d'être présent comme ça dans des classements. Et vous n'avez pas forcément besoin de payer 3000 € le Figaro pour qu'il vous fasse figurer dans un de ces articles. Ça peut être plutôt des médias un petit peu thématisés qui vont aussi bien remonter dans Google finalement ou dans Bing ou que sais-je. Et donc ChatGPT va crawler, va voir et va recracher dans ses réponses. L'autre point, c'est que le SEO en 2025, c'est super facile. Ça n'a jamais été aussi facile. Alors, avant, on en parlait un petit peu avec Laurent Bourrilly en podcast, mais oui, il y avait beaucoup moins d'attentes en termes de SEO, il y avait pas, on optimisait le title, on envoyait des backlinks et voilà, ça fonctionnait ok. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, ils avaient aucun outil non plus. C'est-à-dire que nous, le paradigme dans lequel on est, le contexte dans lequel on est, c'est qu'on a tous les moyens nécessaires pour faire du SEO. Aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à Keyword Planner de Google Ads pour faire des recherches de mots-clés pour 0 €. Vous pouvez faire votre maillage interne avec la technique du site de points plus sujet. Vous pouvez rédiger avec Wise One AI typiquement. Donc vous avez d'ailleurs un lien d'affiliation qui se trouve en description et 10% de réduction avec mon code Paul10 si ça vous intéresse. Vous avez des outils comme ça qui vous permettent justement en fait de générer des contenus mais super rapidement, qui répondent à l'intention de recherche un minimum. Et franchement, ça n'a jamais été le cas avant. Mais moi, quand je commençais le SEO, j'ai commencé le SEO avant ChatGPT. Ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être 3-4 ans. Mais c'était avant ChatGPT. Donc ça veut dire que mes articles, c'était de la rédaction, soit je le faisais moi, je l'ai beaucoup fait moi, soit c'était des rédacteurs français, soit offshore, etc. Mais c'était une galère, par exemple les rédacteurs offshore, un peu la technique qui était connue pour être la moins chère à Madagascar, etc. Un truc qui se faisait beaucoup. Maintenant, ça se fait beaucoup moins forcément. Vous receviez un article, il y avait des fautes, etc. Alors vous le payez pas cher, mais fallait le reprendre, fallait le corriger avec soit des correcteurs en ligne qui au final sont jamais vraiment gratuits ou alors à la main. Bref, tout ça pour dire que ça coûtait plus d'argent, ça prenait plus de temps surtout. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été facile. Par contre, la contrepartie que ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font du SEO, c'est que Google est de plus en plus exigeant en matière de pertinence, de valeur ajoutée, de comportement utilisateur, puisque ses concurrents aujourd'hui, ça va être YouTube, même si ça appartient aussi à Google, mais ça va être les recherches sur YouTube, les recherches sur TikTok, où on a du contenu assez qualitatif quand même, humain, qui va à l'essentiel, etc. Et où on est dans un contexte aujourd'hui, on le sait, où le temps d'attention d'une personne diminue grandement, en tout cas ça n'a jamais été aussi faible, avec tous les stimuli d'information, etc. Donc vous arrivez dans ce contexte-là, vous avez tous les outils pour faire du SEO, vous pouvez faire de la rédaction IA, on va pas se mentir, la rédaction IA c'est quand même le point qui fait que le SEO est facilité aujourd'hui. Parce qu'encore acheter des backlinks, on pouvait le faire il y a quand même pas mal de temps. D'ailleurs si ça vous intéresse de
tester ça, vous avez un lien d'affiliation aussi vers Linkuma en description pour acheter des backlinks à partir de 7 euros. Si vous n'avez pas encore testé ce pilier-là, ça peut être très très cool à envoyer des liens sur vos pages les plus stratégiques, je vous le recommande. Ça dépend des cas, mais en général, c'est ce qui marche le plus. Enfin bref, vous avez tout, plateforme de netlinking, outils pour rédiger en 2 secondes des articles avec l'IA, et puis des bons articles en plus, sans faute, etc. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il faut, comme j'ai dit, Google de plus en plus exigeant, de plus en plus de personnes qui savent faire du SEO, à cause de ma chaîne YouTube principalement, non je rigole, mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui font du SEO et qui en font bien, donc vous devez absolument penser comportement utilisateur, donc avoir des bonnes informations, des bonnes features, des bonnes fonctionnalités sur vos pages, une bonne UX, donc ça, mon site paulvonjon.fr par exemple, c'est pas forcément l'exemple, ni en fait tous les sites que je fais à part les sites de mes clients, parce que c'est pas mon métier, mais vraiment c'est ce qu'il faut cibler. Après, vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir un site avec un design archi épuré, une direction artistique de fou, pour avoir des bons comportements utilisateurs. Honnêtement, je pense que mon site Temple de la Web, par exemple, qui est très 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 basique, c'est le site le plus basique que vous pouvez vous imaginer, le fait que, en fait, sur certaines requêtes, il y ait simplement à scroller même pas, je sais pas, 10 mm pour obtenir le gros de l'info, donc je sais pas, un classement, un tableau, un call to action vers une offre, une liste à puces, classement, etc., de solutions, une liste de critères, enfin bref, la top intention de... la réponse à la top intention de recherche, l'intention de recherche principale à un mot-clé, le fait qu'elle soit déjà très haut, qu'il n'y ait pas énormément de blabla inutile, déjà vous assurez d'avoir des bons comportements utilisateurs. Hein. Faut pas croire que c'est réservé qu'aux super belles agences avec des super sites, etc., ou des grosses boîtes qui ont des super sites avec des vidéos, avec du motion design, etc. Pas forcément en fait, c'est vraiment pas ça. En définitive, le SEO 2025, c'est cadeau pour vous si vous savez utiliser les outils que j'ai mentionnés un petit peu avant et leurs alternatives évidemment, vous avez tout pour réussir et si vous vous concentrez sur la valeur ajoutée, sur le traitement, la réponse des intentions de recherche et sur le fait, en fait, si vous ne deviez retenir qu'une chose, ce serait juste, en fait, focaliser les comportements, les signaux utilisateurs positifs sur votre site. Et pour ça, vous avez besoin de répondre à leurs attentes d'un point de vue informationnel par rapport à la requête qu'ils ont tapée, bien mettre en forme cette réponse de manière à ce que ce soit clair, lisible, typiquement tableau HTML quand c'est possible, c'est très très bien, des listes à puces, un contenu aéré, remonter les tops infos tout en haut, etc. Si vous faites ça, vous ajoutez quelques call to action vers vos offres d'affiliation, vers vos services, vers votre formulaire de contact, vers vos produits, peu importe, ça devrait être très très bien déjà. Bon, je pensais en avoir fini avec ce point, mais j'ai un tout dernier point à vous partager. Je sais pas, certains ont peut-être suivi ces vidéos-là, mais j'ai déjà mentionné le terme feature game changer. Que ce soit dans ma vidéo la plus vue sur ma chaîne, là, sur les intentions de recherche, et aussi du coup, je crois, dans la conférence que j'avais faite pour Romain Pirotte, c'est quelque chose que vous devez retenir, c'est-à-dire regardez la SERP, les 5 meilleurs acteurs typiquement, et vous dire qu'est-ce que je pourrais faire en plus, quelle serait la fonctionnalité que je pourrais déployer sur ma page qui ferait que je serais plus pertinent qu'eux. Des fois, typiquement, allez, mettons la requête agence SEO, pardon. Les concurrents, c'est des landing pages ou c'est des personnes, des pages comme moi, qui font une liste, en fait un classement des meilleures agences. C'est très très bien, mais est-ce que ce serait pas plus pertinent même d'avoir un quiz tout en haut de la page avec 2-3 questions à répondre et donc une réponse dynamique qui vous dit quelle agence est la meilleure pour vous, pour vos problématiques. Si typiquement vous mettez que voilà, vous avez des problèmes de JavaScript SEO, un truc très très précis, et bah le quiz vous recommanderait, ou même bah, du coup un quiz IA, hein, je pense qu'aujourd'hui c'est carrément possible d'ailleurs, je viens d'y penser, mais un petit chatbot qui vous donne en direct la meilleure agence pour vous en quelques clics. Voilà, ce genre de feature, si vous pouvez les déployer, moi c'est pareil, j'ai pas forcément le temps, mais quand j'ai des clients qui eux ont le temps, des ressources en interne pour déployer ce genre de ressources, mais là je me lâche sur les recommandations, je leur fais des recommandations de folie et vraiment ça peut être que bénéfique pour vous. Donc pensez à ça, feature game changer, en gros quelle est la fonctionnalité que je pourrais ajouter sur cette page qui en fait générerait des comportements utilisateurs positifs, donc les gens restent plus sur la page, interagissent avec, ont une meilleure réponse, plus personnalisée, et qui en même temps que les concurrents n'ont pas encore en fait, qui me ferait creuser l'écart avec la concurrence. Ok, pour conclure, vous savez, je vous saoule avec ça, mais n'oubliez surtout pas, le branding c'est primordial.
Pour l'aspect SEO, parce qu'on le sait aujourd'hui, le pilier autorité, c'est plus seulement le netlinking et le fait d'acheter des liens via Linkuma ou autre. Il faut aussi, en tout cas c'est beaucoup mieux, d'avoir un bon branding. Je vous recommande notamment une présence sur YouTube. Pour moi, c'est le meilleur canal pour fidéliser une audience. Je l'ai vu avec moi et puis je le vois aussi avec des cas clients. C'est le meilleur canal pour fidéliser une audience. Et qui dit audience fidèle, dit audience qui se souvient de votre nom de marque, qui va ensuite le taper dans Google, etc. Le meilleur combo pour moi, c'est avoir un canal de fidélisation comme YouTube, et ce qui peut être aussi un canal d'acquisition court terme, hein. Vous pouvez faire des vidéos qui percent, ça peut vous faire, vous pouvez être découvert par plein de personnes d'un coup grâce à YouTube, mais disons que pour moi, l'objectif très intéressant dans YouTube, c'est surtout la fidélisation de l'audience. Vous pouvez faire une newsletter en plus si vous voulez, mais déjà avoir un YouTube, c'est incroyable, les gens vous voient, vous entendent, etc. Moi, j'ai jamais reçu autant de DM, je vous l'ai déjà dit, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que j'ai vraiment pris ça au sérieux, que j'ai apporté de la valeur sur YouTube. Bref, un canal d'acquisition comme ça, fidélisation, c'est génial. Et plus un canal, si vous avez le temps, un peu acquisition à court terme. Moi, par exemple, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est typiquement ça. Vous pouvez fidéliser une audience, mais on va pas se mentir, l'algorithme est quand même plutôt porté vers le reach, vers le fait de faire des contenus qui pètent. Et si vous faites ça de votre côté et que vous n'êtes pas dans une audience B2B, ça peut être tout à fait TikTok, Insta, Réel, les shorts YouTube, pourquoi pas, je dirais plutôt Insta et TikTok, qui peuvent vous faire péter un petit peu comme ça, ou des contenus, ou un créateur qui a un abonné peut arriver et faire 1 million de vues sur le réseau. Ça, c'est possible sur LinkedIn, c'est possible sur TikTok, c'est possible sur Insta Réel, puisqu'au final, c'est TikTok, enfin, c'est la même chose quasiment. YouTube Short, bah peut-être, mais bon voilà. Du coup, ça c'est un peu moins possible quand même sur YouTube, avoir une chaîne d'un abonné qui fait 1 million de vues avec sa première vidéo. Bon, j'ai rarement vu ça, même 100 000 vues, faut quand même le temps que ça prenne. Dernier point sur le branding, faut vraiment pas sous-estimer les impacts directs aussi. Parce qu'on pense, vous suivez cette chaîne pour le SEO, donc peut-être que vous dites branding égale meilleur SEO, mais branding égale aussi des résultats directs liés à ce branding. Moi au départ, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, je le pensais même pas pour le SEO de mon site ou quoi, hein. Je le pensais vraiment d'un point de vue réassurance prospect, je veux que les gens voient que je suis compétent, que je sais faire des analyses SEO en partage d'écran, en live, que je suis à l'aise, que je donne des recos pertinentes, etc. Et après, je soupçonne aujourd'hui que ça m'a aidé pour mon SEO, forcément, ça fait partie de mon branding. Mais à la base, c'était pour les résultats directs, donc soit de réassurance, mais même aussi de conversion. Vous pouvez convertir directement avec YouTube. Combien de fois j'ai des demandes qui me disent, bah voilà Paul, on suit tes vidéos, ou j'ai suivi tes vidéos depuis quelques mois, merci pour ça, aujourd'hui je voudrais passer à la vitesse supérieure, j'aimerais bien que tu m'accompagnes sur mon projet, comment est-ce qu'on fait, on s'appelle, etc. Donc vraiment, le branding, c'est vraiment pas que pour le SEO, ça peut avoir comment dire, des impacts indirects sur le SEO, c'est pour ça que je vous le recommande, mais franchement, c'est même pas au final le plus intéressant, je trouve. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, je suis parti un petit peu dans tous les sens, là je vous ai dit tout ce que j'avais en tête, mais j'espère que ça vous apportera quand même un maximum de valeur, que vous avez une vision un petit peu plus claire de ce qu'il faut faire en SEO en 2025. J'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, mais là c'était surtout pour répondre à la question, est-ce qu'il faut toujours faire du SEO en 2025? Réponse oui, je ne vous refais pas l'intégralité de la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, merci à tous.